Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Pierre Sachot, je suis doctorant au Muséum à Lisieux et à Paris 1 Panthéon-Sorbonne au LADIS. Donc moi mon travail de thèse il porte sur les dynamiques spatio-temporelles de la communauté de petits mammifères dans la ville de Paris avec des enjeux écologiques et socio-territoriaux. Donc je suis encadré sous la direction de Hervé Brédif et de Aude Lalis. Alors pour faire un rapide point de contexte sur ma thèse, comme vous le savez toutes et tous, l'urbanisation c'est une des principales menaces pour la biodiversité. Et donc apparaît assez facilement les espaces verts comme refuge pour la faune et aussi pour la flore. Donc ce sont des espaces intéressants de ce point de vue-là, mais aussi d'autres points de vue, à la fois comme ressources de bénéfices sociaux, aussi bien pour la santé mentale que pour la santé physique. Ce sont également des supports de services dits écosystémiques, donc les services de maintenance, les services de régulation ou encore culturels. Ce sont des témoins d'inégalités sociales également. Et enfin, d'un point de vue de la gestion et de la perception, c'est intéressant de travailler sur cet aspect-là. Donc moi, je me suis intéressé aux petits mammifères dans les espaces verts pour différentes raisons. Comme vous le savez aussi, certains mammifères, et pas que le rat, sont sources de risques zoonotiques. On peut penser aux campagnols, à la musaraigne comme source d'antivirus. Également, source de nuisances, donc aussi bien sur la santé mentale des citadins, mais aussi provoquant des dégâts sur le bâti, sur le mobilier. Mais ce sont aussi des espèces sensibles, donc sensibles à la pollution sonore, sensibles à la pollution lumineuse et à la fragmentation aussi. Et donc là, je vous apprends rien non plus, on parle pour certaines espèces, des espèces d'intérêt écologique, donc espèces clés, espèces ingénieurs. Et du point de vue de la gestion, on a aussi une gestion très hétérogène et des perceptions aussi très hétérogènes sur toutes ces espèces-là dans les milieux urbains. Et globalement, à Paris, on a un manque de connaissances criant sur quelle est la diversité des espèces à Paris, quelles sont leurs abondances et quelles sont leurs densités. Il n'y a eu que quelques études qui ont été faites en périphérie et une seule étude dans Paris intramuros, qui a été réalisée en 2019. Alors, je ne vais pas vous dire tous les détails de mes questions de ma thèse, mais une question aussi qui est assez intéressante, c'est de se demander si la distribution des petits mammifères, elle est liée à un gradient de défaveur sociale, et aussi la gestion de l'île. En fait, quand on regarde les différents profils sociodémographiques qu'il peut y avoir dans Paris, on a une vraie mixité sociale, où les plus riches côtoient les plus pauvres, pour être vulgaire. Et il y a aussi des études qui se sont intéressées à ça en faisant le lien entre les services écosystémiques et le lien avec la défaveur sociale. Donc, il y a notamment une étude de Marianne Cohen qui a été publiée sur ce sujet-là. Alors, moi dans ma thèse, j'ai eu deux objectifs principaux, enfin deux axes principaux. Le premier, c'est de caractériser la répartition, la dynamique et aussi d'analyser la structuration des populations de petits mammifères à Paris. Et également de travailler sur la connectivité fonctionnelle, la fragmentation et les facteurs anthropiques. Alors comme facteur anthropique, j'entends par exemple la distance au restaurant, la présence de commerce alimentaire, la présence d'eau, etc. Et donc j'ai aussi un second axe qui vise à travailler sur les acteurs et la relation entre les humains et les acteurs, donc les gestionnaires, les associations et aussi les acteurs officiels, comme la ville de Paris. Mais ça, je n'y reviendrai pas dans cette présentation. Donc pour entrer dans le vif du sujet, moi j'ai travaillé sur les espaces verts de Paris, sur une vingtaine d'espaces verts. On a essayé de sélectionner des espaces verts qui étaient aussi bien situés en centre urbain qu'en périphérie, pour avoir vraiment une diversité de taille et de forme. Et pour sélectionner mes sites d'échantillonnage, j'ai pris trois critères. Le premier, c'est la défaveur sociale. Donc je me suis basé sur l'indice de défavorisation sociale qui prend en compte en fait le revenu médian, le pourcentage de bacheliers, le pourcentage d'ouvriers et le taux de chômage. Donc grâce à ça, j'ai établi une cartographie de tous les espaces verts et j'ai sélectionné des espaces verts qui étaient plus ou moins situés dans des quartiers plus ou moins pauvres en fait, ou plus ou moins riches. Mon second critère était la connectivité. Donc la connectivité, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la contribution de chaque tâche pour la connectivité d'un réseau au global. Donc en fait, ça va dépendre de la surface de l'espace vert, ça va dépendre de la distance entre deux espaces verts et surtout de la capacité de notre espèce à disperser d'un espace vert à un autre. Donc en fait, on va prendre en compte le coût pour une espèce de passer d'un espace vert à un autre. Donc le coût, par exemple, c'est s'il y a vulgairement de la pousse entre deux espaces verts, ça va être très facile pour l'espèce de passer d'un espace vers un autre. Par contre, si c'est de la route ou des bâtiments, ça sera un coût qui sera différent. Ensuite, j'ai pris en compte, quand c'était possible, au sein de mon espace vert, d'avoir des grilles de capture selon trois habitats de surface, arborés ou arbustifs, herbacés et de type bâti, quand c'était possible.
Alors, dans mon espace vert, donc la première étape, c'était d'installer des pièges photographiques. Donc, dans la mesure du possible, on les a espacés de 50 mètres. Le gros enjeu de poser des pièges photographiques en milieu urbain, c'était de trouver le compromis entre ne pas se faire voler les caméras, ne pas avoir trop d'humains qui passaient dans les espaces verts, et avoir une caméra qui détecte quand même des espèces animales. Donc les caméras trappes, on les a posées environ une cinquantaine de centimètres du sol, et dans un espace dégagé d'au moins 10 mètres. Enfin, on essayait au maximum. Mais bon voilà, on s'est quand même fait voler 3-4 caméras facilement. Donc pourquoi mettre des caméras trappes? Le premier objectif, c'est de mesurer la diversité spécifique. Donc là, c'est un exemple au parc Martin Luther King dans le 17e. Donc là, on a eu pas mal d'espèces, aussi bien du renard, de la fouine, mais aussi des petits mammifères, hérissons, rats, on a aussi du mulot, on a réussi à capter du mulot. Deuxième objectif, les rythmes d'activité. Là, c'est notamment des graphiques de stagiaires qui ont été présents au muséum. On a pu mettre en évidence que le rat n'était pas tout le temps nocturne, mais qu'il pouvait aussi être actif en journée. Donc là, il y a plein de causes explicatives, la présence de nourriture en permanence. Et aussi, on a pu mettre en évidence une relation proie-prédateur qui est assez intéressante en termes de gestion aussi, notamment du rat. Sur le graphique de droite, on peut voir en rouge la courbe d'activité du rat et en noir la fouine. Donc en fait, on s'est rendu compte, et là on va le creuser aussi sur d'autres espaces verts, un décalage temporel entre proie et prédateur. Ensuite, pour les caméras trappes, dernier objectif, c'était donc la densité, calculer la densité des petits mammifères. Donc en fait, on a mesuré pour chaque photo d'animal la distance entre la caméra trappe et l'animal en question. On a compilé toutes ces distances-là, et en passant ça dans une fonction de détection donc sur R, on a pu estimer, donc là c'est un exemple théorique, on a pu estimer la distance maximale à laquelle la probabilité de détecter un individu est la plus importante. Et donc en reportant cette distance-là sur une surface que peut capter notre caméra trappe, on a pu calculer une densité. Donc je résume très simplement, c'est juste pour vous montrer les différentes méthodologies qu'on peut utiliser. Ensuite, donc je n'ai pas précisé, mais les caméras trappes, on les a posées entre 10 et 15 jours, voire plus si besoin. Et donc après, la seconde étape était donc de faire de la CMR, donc capture, marquage, recapture dans nos espaces verts. Donc là, on a mis en place des grilles. Pareil, très compliqué de mettre des grilles en espace vert, pour pas se faire voler par les enfants, pour pas aussi que les citadins puissent voir des rats ou des petits mammifères bloqués dans les pièges, ça peut faire peur. Donc en fonction de la situation de l'espace vert, soit on les laissait que la journée, que la nuit, c'était très, très variable. Donc les pièges de type rattire, on les espaçait tous les 10 mètres, et les Sherman ou Mira, c'était tous les 5 mètres. Avec pas de pré-appâtage pour les Sherman, et on a fait par contre de l'appâtage pour les rattières. Ensuite, autour de chaque piège, on a mesuré en fait les strates de végétation. Donc déjà, on a regardé s'il y avait de la végétation qui était de type horticole ou plutôt sauvage. Et ensuite, on a mesuré les différentes strates de végétation dans un rayon de 1 mètre, donc les strates herbacées, buissonnantes ou arbustives. Donc en fait, on peut imaginer qu'on avait une vue 3D pour chaque piège. Donc voilà pour les deux méthodologies. Maintenant, si on revient aux pièges photographiques, mine de rien, on a récolté pas mal d'images. On a eu plus de 450 000 sur tous les espaces verts. Donc c'est posé la question de comment on traite tout ça. Et donc on a utilisé l'intelligence artificielle. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un logiciel qui s'appelle DeepFawn, qui a été fait par le CNRS et le LBBE, notamment Simon Chamaguet-James. Ce qui est très intéressant avec ce logiciel-là, c'est qu'il est entraîné spécifiquement sur la faune française métropolitaine. Donc l'objectif, il est assez simple. C'est donc qu'on donne une image à l'intelligence artificielle. La première étape va être la détection. Donc il va venir encadrer notre image, donc ici c'est un chien, donc il va le cropper, et ensuite il va venir le classer dans l'une des 28 classes qu'il connaît. Sauf que c'est pas parfait. Là ici c'est donc 3 images pour le cimetière du Père-Lachaise. Tout à gauche on a une fouine. Donc on voit en bas que c'est ok, il encadre la fouine, et ensuite la prédiction tout en bas c'est mustélidé, donc là on est bon. Par contre, pour le mulot ça se gâte un petit peu. Donc sur la photo du milieu, on voit le mulot qui est à peu près à l'avant de la tombe. Il est détecté par un carré rouge, mais par contre il ne sait pas le définir. Donc là il met indéfini. Donc on peut se dire, bon bah c'est pas grave, on va juste sélectionner tout l'indéfini, et on va vérifier manuellement. Sauf que quand le mulot est un peu plus loin, eh bien là il ne le détecte même pas sur la colonne devant. Donc en fait ça nous a obligés quand même à vérifier
manuellement chaque photo. Mais ça nous a quand même gagné, ça nous a quand même permis de gagner beaucoup de temps. Et en fait, je pourrais vous montrer, je pourrais peut-être vous montrer après, mais en fait, quand on regarde le nombre de photos, je l'ai mis en annexe, mais quand on regarde le nombre de photos qui a été utilisé pour entraîner l'intelligence artificielle, pour le hérisson, il n'y a que 200 photos, alors que pour le cerf, il y a 100 000 photos. Donc il y a une vraie différence aussi de ce point de vue-là. Voilà, ensuite pour des petits résultats, donc c'est encore en cours, hein, je suis à fond dans ça en ce moment. Sur les densités, donc on a réussi à avoir différentes espèces dans nos espaces verts, avec des densités plus ou moins variables, des mulots avec des pics de population à plus de 60 à hectares, et des musaraignes aussi qu'on a eu beaucoup, notamment dans des espaces plus en friche. Et quand on regarde la relation entre la diversité spécifique et la connectivité, on voit que plus la connectivité est importante, plus la diversité spécifique de nos espèces en petits mammifères est également importante. Et enfin, pour la défaveur sociale, donc là j'ai regardé la relation entre la diversité spécifique et la défaveur sociale. Et ce qui nous montre ici que plus la défaveur sociale est importante, plus on a une diversité spécifique importante aussi. Donc ça va un peu à l'encontre d'autres résultats, notamment en Amérique du Nord, en Allemagne, en Belgique, qui nous montrent que notamment les services écosystémiques sont plus importants dans les espaces, dans les quartiers les plus aisés. Et en fait, Paris, c'est un petit peu l'inverse qui se passe parce que, notamment, un vrai témoignage, une histoire de la construction haussmannienne, où en fait, les espaces verts en centre urbain sont très petits, très peu connectés, et les plus grands sont vraiment en périphérie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant et très prometteur. J'avais une petite question méthodo. Vous mentionniez que vous estimiez la densité de population à partir des photos, et vous avez aussi fait de la CMR, donc vous pouvez avoir une densité aussi avec cette approche. Je me demandais, j'avais jamais entendu parler de l'estimation de densité à partir des photos, je me demandais si du coup à partir de la CMR vous retrouvez des résultats similaires. Alors c'est encore en cours, surtout l'objectif de faire de la CMR sur les pièges photos et sur les caméras trappe, en piégeage classique. C'était par exemple, notamment pour le chat qu'on ne pouvait pas capturer, pour le renard, pour la fouine, c'était ça le vrai intérêt. Alors que concrètement, en fait j'ai pas pu vraiment comparer les deux, parce que j'ai pas pu faire de CMR piège photo sur les micro-mammifères, parce que c'est très très difficile à voir sur les pièges photo. C'est dur à comparer. Bonjour. Moi j'avais une question, c'était ici. Ah pardon. Pourquoi est-ce que vous avez laissé utiliser des photos sur les pièges photos plutôt que des vidéos? Alors bonne question aussi, c'est que du coup les vidéos, il faut faire une photo, j'ai juste à la regarder et après je peux la vérifier. Une vidéo, ça peut être 30 secondes à chaque fois, et en termes de stockage aussi, ça n'a rien à voir. Par contre, la vidéo, ça peut être intéressant au niveau comportemental, mais là, après, ça peut être un autre sujet. Oui, bonjour. Je me demandais, est-ce que avec ces 450 000 photos, vous avez trouvé j'arrivais, est-ce que vous avez trouvé des espèces à laquelle vous ne vous attendiez pas à trouver? Bonne question. Un peu trop d'humain de vous. Non, sinon, le renard, on ne s'y attendait pas forcément en aussi grande quantité à Martin Luther King. On savait qu'il y était. Par la chaise, il n'y avait pas de surprise. Globalement, on n'a pas eu de grande surprise sur les photos, à part le renard, je dirais. Ouais. Et on ne s'attendait pas non plus à pouvoir détecter quand même des mulots, des micro-mammifères, mais il faut vraiment être très très vigilant et y passer beaucoup de temps. Alors, réponse à une question précédente, il y a des logiciels qui permettent de faire des estimations de population à partir de pièges photographiques. Ouais, ça a déjà été utilisé. Moi, j'ai un étudiant qui a fait ça en Indonésie, mais ça fait rien, ça existe et c'est de plus en plus robuste. Oui,
Je n'ai pas le nom là, mais... Ce que je Alors, je m'appelle Stéphane Olagnier, vous regarderez, vous m'envoyez un message et je vous fournirai les informations. Non, mais ce que je voulais dire par rapport à la difficulté d'estimer des populations par les pièges photos, c'est qu'en fait, les micro-mammifères n'ont juste pas assez de photos pour avoir un jeu de données assez robuste pour estimer une vraie population. Par contre, pour les chats et les renards et les fouines, ça va être possible. Toujours sur la même question par rapport aux pièges photo, est-ce que vous les mettiez en bordure de muret ou de choses comme ça? C'est souvent plus pratique. Dans ce cas-là, je m'interroge un peu sur la densité, sachant qu'on a des animaux qui vont venir buter, un peu comme le cas sur les lignes TGV ou ainsi de suite. Donc on peut penser que la densité est plus importante quand on utilise ce genre de positionnement par rapport aux pièges photo. Et souvent, stratégiquement, notamment en ville, pour avoir aussi essayé, des fois c'est les endroits les plus pratiques et on risque moins de se faire voler. Et donc moi je pense qu'il peut y avoir un biais d'augmentation lié à ça. Ouais. J'avais une autre question, est-ce que vous avez vu des guéridés? Non. D'accord. Oui, c'est clairement la grande difficulté de travailler en milieu urbain, c'est que avant de commencer mon terrain, j'étais tout feu tout flamme à mettre ça sur QGIS, je vais le mettre en aléatoire, etc. Et après, la réalité fait que c'est très compliqué. Déjà, on repérait les endroits où on pouvait les mettre, et après, on essayait de les espacer de 50 mètres au maximum. Mais oui, c'est clair que c'est un gros biais de les mettre là où c'est le plus pratique, et souvent en bordure, effectivement, en bordure d'espace. Ça, c'est clair. Une question technique, toujours sur le même échantillonnage. Comment vous estimiez la distance? Là, ça marche pas? Si, je crois. Comment vous estimiez la distance en fait Ouais. entre le piège photo et les animaux? Ouais, alors tout le monde m'attendait à cette question. Parce que j'avais pas le temps. Donc en fait, avant de mettre, quand on a mis la caméra trappe, en fait on a mis des jalons tous les mètres. On avait essayé de prendre une dizaine de photographies. Donc après on attendait par exemple qu'un renard passe, et ensuite on faisait la compilation des deux. Et donc on pouvait estimer que le renard était situé dans une classe entre 1 et 2 mètres, 1 et 3 et 4 mètres, etc. Voilà. Attends pour une dernière question. Bonjour, je me demandais si vous aviez pensé à l'utilisation de boîtes photo et si oui, pourquoi ça n'a pas forcément été sélectionné. Et une autre question un peu corrélée, c'est est-ce que DeepPhone est entraîné ou est peut-être en cours d'entraînement pour reconnaître justement les photos de petits mammifères qui proviennent de boîtes photo qui sont donc bien plus, avec l'individu qui est bien plus grand et bien plus reconnaissable. Vous dites une boîte photo, c'est une boîte où il y a la caméra trappe à l'intérieur? Exactement. Oui, on aurait pu utiliser ça, mais dans ce cas-là, on n'aurait pas eu non plus les grandes espèces. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas utilisé de boîte photographie. Et oui, après, c'est clair que je pense que DeepPhone serait bien meilleur si on aurait les mulots en très grand. C'est clair que ce serait beaucoup mieux entraîné. Après, je peux vous montrer... voilà, ça c'est le tableau des photos entraînées. Donc quand on regarde pour le hérisson, il y a 230 photos entraînées. Pour le cerf, 130 000. Le chamois, 100 000 aussi. Les micro-mammifères, que seulement 3 000. Donc en fait, il y a un vrai intérêt à fournir des photos à DeepPhone pour qu'ils puissent s'améliorer. Et d'autant plus si les photos sont plus grandes et de meilleure qualité. Et après, peut-être que, je ne sais pas si j'ai le temps. Non, bon, c'est pas grave. Juste pour dire que DeepPhone ne sait pas non plus reconnaître différents patterns de pelage. Et ça pourrait être super intéressant qu'il puisse détecter automatiquement les individus. Voilà, je vous remercie.